Et rebonjour à tous. On poursuit cette première journée du salon S3C avec cette nouvelle table ronde. Comment gérer une cyberattaque? Qui contacter? Faut-il payer la rançon? Peut-être, si vous êtes dirigeant d'une organisation, vous avez eu à subir une attaque cyber et peut-être vous êtes-vous posé la question, euh, tout comme Jérôme Bousquet, qui est là aujourd'hui, directeur chez XAP Technologies, qui a été victime d'une cyberattaque il y a quelque temps et qui nous fera un peu un retour d'expérience sur comment il a vécu cela. Nous avons la chance également d'avoir avec nous Xavier Doucet, qui est ex-négociateur du GIGN et cofondateur de Section N. Je vous laisserai la main ensuite pour expliquer un petit peu. Et nous avons également le privilège d'avoir à distance le commandant Cezniewski. Excusez-moi si je prononce mal. Non, c'est parfait. Vous m'entendez? On vous entend très bien, commandant, merci. Super. Euh, Jérôme, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, donc Jérôme Bousquet. Donc, je dirige la société XAP qui conçoit, fabrique et maintient des équipements électroniques et informatiques embarqués. Ces équipements vont dans les véhicules terrestres, aériens, sous-marins ou marins. Voilà. Donc, on a une technologie très développée chez nous, puisqu'on fait des simulations électromagnétiques, des simulations en tout genre. Donc, on a été victime d'une cyberattaque. Et on va y venir justement. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et comment vous l'avez vécu. Xavier, donc vous êtes ex-négociateur du GIGN, cofondateur de Section N. Section N, qu'est-ce que c'est exactement? Section N, c'est une entreprise que l'on a montée avec mon associé, qui est aussi ancien négociateur au GIGN. Et c'est une entreprise qui fait de la formation en négociation, négociation de crise, négociation commerciale, négociation sociale, enfin tout ce qui est négociation, tout ce qui est communication, parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer, donc on ne peut pas ne pas négocier. Et donc, et du conseil aussi en négociation. On conseille et on forme nos clients pour tout ce qui concerne à peu près 15% de leurs négociations difficiles, en fait, parce que sur le reste, bien souvent, ils n'ont pas besoin de nous, en fait. Donc, dès l'instant où les négociations deviennent complexes, où il y a des enjeux qui font que on ne peut plus gérer les choses de façon naturelle, il faut mettre beaucoup plus de technique, beaucoup plus de stratégie. Et bien dans ces cas-là, on intervient et on aide les personnes qui nous demandent. Et donc, commandant, vous êtes donc officier au commandement de la cybersécurité du ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, moi, je suis au bureau gestion de crise cyber et grands événements. Alors, en fait, mon département au sein du ministère de l'Intérieur est finalement un peu le conseiller hein, sur les gestions de crise cyber et les grands événements à venir, hein, notamment les JO. Et puis, plus spécifiquement, on reste quand même attaché à l'une de nos missions principales, c'est de pouvoir aussi sensibiliser, accompagner les victimes dans leur gestion de crise cyber en menant justement, on en parlera tout à l'heure, mais des actions de sensibilisation à la préparation à la gestion de crise. Merci pour ces présentations. Alors, on l'a vu sur les différentes tables rondes de la matinée, les attaques dans le monde de la cybersécurité sont de plus en plus croissantes, hein. Le panorama donc, de l'ANSSI en fait un bel état des lieux. On a des nouveaux mécanismes qui sont utilisés, des nouvelles malveillances, notamment avec l'intelligence artificielle. On a un contexte géopolitique aussi qui est particulier. Tout ça entraîne de plus en plus d'actes de malveillance et donc de plus en plus de victimes, notamment chez les entreprises. Alors Jérôme, justement, vous avez été victime d'une attaque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc déjà quand ça et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le contexte dans lequel l'attaque s'est passée est un contexte un peu particulier. On était en train de reconstruire un site occupé notre entreprise, donc les timbres. Donc, j'ai été focalisé plutôt sur toute l'infrastructure du bâtiment et les malfaçons liées à l'infrastructure du bâtiment. Et j'avais confié à une société les évolutions télécom
nécessaires à la société. Donc, en gros, passer tout sur IP. Pour des raisons X, Y ou Z, ils ont branché un boîtier directement sur Internet et ce boîtier était directement connecté sur mon réseau local. Bon, le 6 juin à 8 heures, j'ai pris mon poste et donc toutes mes VM étaient cryptées, tous mes fichiers étaient cryptés, toutes mes simulations étaient cryptées, tout mon ERP était crypté, toute ma compta était cryptée, tout était crypté. D'accord, donc en d'autres mots, vous avez été victime d'un rançongiciel. Oui. Alors, pendant combien de temps vous avez été, l'activité a été rendue indisponible? C'est difficile à dire. L'activité est encore très, très freinée par cette perte d'informations. Mais on s'est très vite remis en selle. Très vite, on a compris que de toute façon, on ne devait rien attendre de la négociation, qu'on ne devait attendre que de nous-mêmes. Donc, j'ai organisé un petit peu l'équipe avec un spécialiste qui faisait que la négociation. Et je ne voulais pas entendre parler de l'avancée de ces négociations. Et puis, moi, je me suis projeté déjà sur la reconstruction de façon à ce qu'on puisse éventuellement, à un moment donné, se rencontrer. Mais si on ne se rencontrait pas, que l'entreprise continue d'évoluer. Donc on reviendra un petit peu sur les différentes actions que vous avez menées. Commandant, au niveau du ministère de l'Intérieur, vous êtes, j'imagine, régulièrement confronté à ce type d'événement. Vous avez une estimation des chiffres du nombre de victimes en France? Alors, oui, malheureusement, confronté à ce genre d'événements, ça arrive de plus en plus souvent. Alors, j'avais donné une petite présentation, je ne sais pas si on peut la... Alors, je vais essayer. Les aléas du direct. Peut-être que la régie... Il faut l'allumer. Il y a un petit bouton sur le côté de la télécommande pour l'allumer. Ouais, sinon, alors, ce que moi je voulais dire, c'est que ce qu'on constate finalement aujourd'hui, c'est que la cybercriminalité, elle devient de plus en plus offensive. D'où effectivement cette croissance exponentielle du nombre de cyberattaques. Pourquoi? Parce que finalement, l'espace numérique, elle offre un territoire sans frontières, infini, où finalement les prises de risques physiques pour les cybercriminels sont assez limitées. Et cette criminalité, elle est avant tout guidée par des motivations financières, hein. C'est un élément important qu'il faut prendre en compte parce que ça implique que finalement, ils utilisent un peu tous les moyens possibles pour arriver à leur fin et bien entendu sans véritable éthique dans leur action, hein, sinon ce serait trop beau. Ce qu'on constate aussi au niveau de la criminalité, c'est qu'elle s'organise et elle se professionnalise, avec même une tendance, je dirais même, à l'industrialisation des attaques. C'est-à-dire que des groupes vont vendre leurs services, notamment dans le cas des rançongiciels, pour finalement permettre une démocratisation de ces cyberattaques, ce qui fait effectivement, encore une fois, la croissance exponentielle des cyberattaques aujourd'hui. Et enfin, et ça, il faut en être conscient que personne n'est à l'abri, hein, qu'on soit des particuliers, des entreprises, des services publics. Finalement, la technologie, elle fait aujourd'hui partie de notre quotidien, à tel point que finalement, on oublie tout ce qu'elle peut contrôler, cette technologie. Et tous ces objets un peu connectés qu'on appelle dans le jargon cette surface d'attaque, c'est ni plus ni moins que des portes d'entrée pour les cybercriminels. Alors, vous parliez des entreprises précisément. Alors, effectivement, le constat, il est à la hausse, hein, pour cette catégorie de victimes. Par exemple, les rançongiciels, 73% des victimes sont des entreprises, typiquement. Un constat à la hausse, alors même que les chiffres sont quand même difficiles à évaluer parce que bon nombre d'entreprises ne déposent pas plainte.
Pourquoi? Parce que par peur de l'atteinte réputationnelle ou tout simplement par totale méconnaissance du dispositif d'aide aux victimes. Et ça, on aura, je pense, l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et j'en terminerai par là, hein, au niveau de la typologie des cyberattaques, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les plus couramment utilisés, donc les plus redoutés, sont effectivement les rançongiciels, les vols de données. Mais moi, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que il n'y a pas que ça. Il y a aussi les cyberescroqueries qui peuvent venir mettre à mal vos entreprises, les fraudes de président, l'usurpation d'identité numérique, le phishing. N'oublions pas quand même que le facteur humain reste quand même la principale vulnérabilité qui est exploitée aujourd'hui par les cybercriminels. Merci, commandant. Et effectivement, vous faites bien de préciser, hein, le rançongiciel n'est pas la seule menace, évidemment. Pour autant, hein, les chiffres de cybermalveillance.gouv.fr, hein, sur les malveillances, enfin les demandes d'assistance, on retrouve le rançongiciel dans le top 3, quel que soit le public, hein, collectivité, entreprise ou particulier, hein. Ça reste quand même l'une des malveillances qui reste la plus efficace aujourd'hui. Alors, si vous voulez, parce que du coup, c'était dans ma présentation, mais nous, en termes de chiffres, en termes de volume, hein, 80% des faits qu'on va nous constater, alors je vous parle de la gendarmerie, là, pour le coup, 80%, ça a concerné les escroqueries, donc avec une grosse partie qui cible la population particulière. Bon, 10% de toutes les haines en ligne et les atteintes aux personnes, cyberharcèlement, etc. Et tout ce qui est atteinte au système d'information et notamment les rançongiciels, ça représente 10% des chiffres de notre délinquance. Voilà. Pour vous donner un peu un panorama de ce que nous, on constate au travers des chiffres. Merci pour ces précisions, commandant. Alors effectivement, on n'a pas pu intégrer votre visuel, j'en suis désolé. Alors, quand on vit une crise, les premiers instants sont souvent déterminants, hein, les premières heures sont déterminantes. Tout à l'heure, Xavier, je pense que vous nous éclairez sur ces aspects-là. Jérôme, qu'est-ce qu'on ressent? Comment on vit la situation quand on arrive le matin, qu'on ouvre la porte de son entreprise et qu'on constate qu'on n'a plus accès à rien et qu'on vient de se faire pirater? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Je ne sais pas trop vous dire. Je ne sais pas trop vous dire. On ressent quelque chose, c'est certain, mais très vite, on pense aux 30 familles qui vivent avec vous et comment on va faire pour payer les salaires. Voilà, c'est tout. Et comment on va s'en sortir. Donc, de toute façon, si on réfléchit trop, je pense que ça nuit à l'action, même si ensuite on verra que dans la progression, il faut quand même un peu réfléchir. La négociation, c'est plus le rôle du chef d'entreprise dans ces moments-là. Il doit être ailleurs, il doit être dans la prise de décision et pas dans le papotage. Il perd du temps. Donc, il faut se focaliser sur la remise en service de l'outil industriel, arriver à reproduire le plus rapidement possible. Alors, c'est difficile quand dans une carte électronique, par exemple, vous avez 400 composants, eh ben, vous ne savez plus où ils sont et vous ne savez plus qui ils sont. Voilà, donc c'est compliqué. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel, refaisons fonctionner ce qui fonctionnait vite, bien, et puis après le reste, voilà. Il faut quand même, à un moment donné ou à un autre, faire le diagnostic quand même de pourquoi on a eu cette attaque. Je dirais que le premier et le seul réflexe qu'on a eu de vraiment pertinent, ça a été éteindre nos switches, éteindre tous les éléments de communication de l'entreprise et de ne pas éteindre les serveurs. C'est juste la seule opération qui a permis toutes les autres de pouvoir investiguer tranquillement, serveur par serveur, isoler, bien faire le périmètre de ce qui avait été complètement crypté, de ce qui n'avait pas été crypté, et après de pouvoir amener à la synthèse
une cartographie exacte du terrain miné et de savoir ce qu'on faisait sauter et ce qu'on ne faisait pas sauter. Alors, il y a un élément important hein, que vous avez cité et que j'aimerais souligner, c'est vous avez pensé tout de suite à comment je vais payer mes salariés, comment je fais vivre ces familles-là. Et c'est vrai que dans ce type de crise, d'un œil extérieur, on pense souvent aux aspects économiques, la production, etc. Mais il y a un aspect quand même psychologique qui est fort et qui est également à prendre en compte. Alors, Xavier, justement, vous intervenez très régulièrement sur ce type de crise. Est-ce que vous y trouvez des dénominateurs communs ou au contraire, chaque situation est complètement différente? Alors déjà, pour rebondir sur ce que disait Jérôme, effectivement, un patron d'entreprise, dès l'instant où il se fait attaquer, doit dissocier la négociation de tout le reste de son rôle à jouer à ce moment-là. Au GIGN, on dit toujours qui négocie ne commande pas et qui commande ne négocie pas. Donc oui, il faut répartir les tâches, répartir les rôles, s'organiser avec méthode et, si possible, gérer la crise le plus sereinement possible, émotionnellement. Mais vous aviez l'habitude d'en gérer, on a discuté avant, un bon nombre de crises, donc vous étiez câblé comme ça, ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on sait gérer notre business, mais on ne sait pas forcément gérer une crise qui va à l'encontre de notre bébé, en fait, de notre entreprise, quoi. Voilà. Donc oui, il faut s'organiser et mettre en place des méthodes. Mais votre question précisément, c'était laquelle? Est-ce que vous avez fait des constats communs ou au contraire, chaque crise est différente? Oui, la plupart du temps, avant, au GIGN, moi, je faisais des prises d'otages, des forcenés, des enlèvements, des extorsions, pas numériques, mais des extorsions voilà, à l'ancienne. Le ransomware, en fait, il s'apparente à la fois à la crise d'enlèvement et à la fois à la crise d'extorsion. Extorsion, oui, parce que c'est une extorsion de fonds, et enlèvement, parce que la personne n'est pas localisée, en fait. Une prise d'otage, on sait où est le preneur d'otage, on sait où sont les otages. Sur ce type d'extorsion, ben, on ne sait pas qui est derrière la machine, même si on sait que derrière la machine, il y a un humain. On parlait d'émotionnel par rapport à la réaction des chefs d'entreprise et des personnels de l'entreprise. Mais dès l'instant où il y a un humain derrière une machine, on peut jouer aussi à les négociations sur l'émotionnel. Et on a constaté, oui, sur les interventions qu'on a eu à gérer sur des ransomware, qu'effectivement, on peut jouer sur les leviers humains, les mêmes que ceux qu'on utilise sur des crises plus classiques de prise d'otage ou autres en termes de négociation de crise. Je voudrais compléter. Il y a un élément qu'on ne prend pas en compte, ou qu'on prend difficilement en compte, c'est l'impact sur la famille du chef d'entreprise ou du dirigeant. À partir du moment où le dirigeant va déclarer à sa banque qu'il a été cyberattaqué, tous les comptes, bien sûr, sont bloqués de son entreprise. Tous ses comptes nominatifs et tous les comptes sur lesquels il a procuration. Sa femme, ses enfants. Vous pouvez plus utiliser votre carte bleue, ni votre femme, ni vos enfants. Vous êtes obligé d'aller taper vos collègues pour qu'ils vous donnent 500 balles pour aller faire les courses au prix unique. Et ça dure 15 jours. Donc, voilà, c'est juste la conséquence de. En fait, ça ne met pas dans des dispositions sereines. Voilà. Et c'est important ce retour d'expérience parce que ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément hein, de prime abord quand on est victime d'une crise cyber. Donc, merci Jérôme pour votre transparence. Commandant, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est face à ça? C'est quoi les bons réflexes, les premiers réflexes à avoir dans les premiers instants? Alors, ouais, alors, il y en a pas mal déjà qui ont été dits et il y a un point que j'aimerais développer qui rejoint ce que disaient mes deux camarades de table ronde, hein. C'est vrai que l'aspect humain de la gestion de crise est souvent délaissé au profit de la technique et en fait, il a toute son importance. Et moi, j'insisterai sur un aspect qui me paraît essentiel quand la crise cyber arrive,
c'est celui d'appeler à l'aide, bien s'entourer et surtout ne pas rester seul. Jérôme en a parlé, mais la crise cyber a cette particularité d'être soudaine et elle est très violente hein, dans ses premiers effets. Hein. Il nous disait tout à l'heure, même sur les répercussions sur la vie personnelle. Et puis finalement, même si on s'y prépare, l'effet de sidération, il est toujours là. Donc finalement, une fois que la situation est posée et on est victime d'une cyberattaque, il va falloir gérer la crise. Et donc à partir de ce moment-là, il faut demander de l'aide. Alors d'abord, c'est une grande évidence, mais en interne, hein, avec vos collaborateurs, vos équipes techniques, mais surtout en externe. En externe, il faut aussi penser à appeler des amis, à appeler aussi des collègues qui ont peut-être vécu la même situation, votre prestataire extérieur en informatique, hein, si vous en avez le besoin ou l'opportunité. Et puis, parce que je pense que je suis aussi là pour ça aujourd'hui, c'est prévenir les autorités. L'ANSSI, si vous dépendez de son périmètre, son spectre d'intervention, les agences régionales de l'ANSSI, hein, les CCERT, la CNIL, si en cas de fuite de données, et bien entendu les forces de sécurité intérieure. Et eux, souvent, sont oubliés. Il faut déposer plainte. Et ça, dès le début de votre crise. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un tas de raisons, mais là, pour aujourd'hui, j'en ai choisi 3 pour être brève et pour vous convaincre, en tout cas. La première raison de déposer plainte, et ce, dès le début de la crise, c'est que vous allez être reconnu en tant que victime et vous allez pouvoir faire valoir vos droits. Souvent, c'est important, en fait, de se sentir victime et pas coupable. Dans ce genre d'événement, on a souvent affaire à des personnes qui culpabilisent, qui ont honte, et c'est un sentiment qui est partagé par la majorité des victimes de cyberattaques. Et ça, vraiment, il faut en sortir parce que vous êtes victime et nous, on est vraiment là pour vous aider et vous accompagner. Et la seconde, c'est que vous vous entourez d'un nouvel allié dans la gestion de votre crise, puisque les forces de sécurité intérieure, dans la plupart des cas, le dépôt de plainte va permettre de faire intervenir un binôme, hein, un enquêteur, un technicien, qui, eux, vont pouvoir, parce qu'ils ont l'habitude aussi d'affronter ce genre de situation, vous conseiller sur les investigations numériques ou encore les choix stratégiques à mener. Et puis, comme disait Xavier, hein, des experts en gestion de crise, alors des négociateurs du GIGN ou alors des négociateurs régionaux, vont pouvoir aussi se charger de tout cet aspect négociation avec le cybercriminel, justement pour essayer un peu de voir quelles sont les motivations qui le conduisent jusqu'à vous aujourd'hui, si effectivement on peut gagner du temps dans la négociation pour essayer de le localiser, essayer de récupérer par tous les moyens vos données. En tout cas, ça, c'est un service effectivement que nous, on offre aussi dans le temps de la gestion de crise. Et enfin, je dirais que le dépôt de plainte, pour moi, c'est aussi un acte citoyen parce que c'est le seul moyen aussi pour nous, les forces de sécurité intérieure, d'être informés en fait hein, des menaces qui pèsent sur vous, puisque signaler, c'est protéger aussi, c'est participer à l'effort collectif dans la lutte contre la cybercriminalité. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Nous, on coopère hein, avec le partenaire, avec les pays. Les pays étrangers et on y arrive. Tous les efforts sont vraiment récompensés. Donc voilà, moi je voulais vraiment insister là-dessus et vous dire qu'en fait, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, normalement, si vous vous retournez, il y aura quelqu'un qui sera là pour vous aider. Ce quelqu'un, ça peut être nous, les forces de sécurité intérieure, et parfois même, j'ai envie de vous dire, on peut être le seul interlocuteur, alors surtout ne vous en privez pas. Voilà, c'est sur ça que je voulais appuyer. Juste un mot pour compléter, par mon expérience. Mon entreprise est située en zone gendarmerie, et donc c'est bien la gendarmerie qui est intervenue chez nous, avec une procédure un peu dérogatoire. Ils sont venus chez nous constater la scène du crime. Et ça nous a confortés. Donc n'hésitez pas à continuer sur cette voie. Franchement, on avait tout sur place déjà pour pouvoir leur répondre. Et puis, voilà, ça confortait aussi le statut de victime.
Merci Jérôme pour le partage. Merci commandant pour vos conseils avisés. Alors Xavier, on négocie avec les terroristes? Avec les terroristes, oui. On négocie avec tout le monde, en fait. Il faut bien avoir à l'esprit que la négociation, n'est pas simplement la palabre, en fait, que l'on fait, que l'on produit avec nos interlocuteurs, qui sont terroristes, hackers, preneurs d'otages ou autres, peu importe. La négociation, c'est d'abord capter un maximum de renseignements, d'accord? Communiquer avec nos interlocuteurs, faire leur environnement. Dans le cadre du ransomware, c'est un peu délicat, mais c'est possible. Donc, faire l'environnement de ces interlocuteurs et bien sûr communiquer avec eux pour capter un maximum de renseignements sur déjà leurs demandes, hein, et éventuellement savoir, avant d'avoir fait l'analyse du système, savoir les questionner sur ce qu'ils auraient poutré dans le langage des hackers dans votre système. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la négociation, c'est de la diversion aussi. Donc, communiquer avec la personne, peut-être pour permettre de gagner un maximum de temps quant à la diffusion des données, qui est bien souvent une grosse menace, enfin une des menaces des hackers. Et enfin, eh bien oui, pourquoi pas utiliser le filtre de la négociation pour aller dans leur sens et négocier la rançon qu'ils demandent, bien évidemment. La plupart du temps, les rançons sont exagérément exorbitantes. Après, le rôle du négociateur, dans le cadre que donne le chef d'entreprise, dans la fourchette que donne le chef d'entreprise, eh bien, le négociateur va tenter de faire baisser la rançon pour que ça devienne une somme raisonnable que le chef d'entreprise décidera de payer ou pas en fonction de sa stratégie de gestion de crise. Merci Xavier. Alors, comment on peut, est-ce qu'on peut déjà se préparer à ce type de crise et le cas échéant, comment? Commandant, est-ce qu'au ministère de l'Intérieur, il existe des dispositifs peut-être pour accompagner, conseiller les entreprises à se préparer à une crise? Alors, moi, je suis personnellement convaincue que l'une des meilleures armes dans la lutte contre la cybercriminalité, c'est la sensibilisation et la prévention. Pourquoi? Parce que plus vous allez élever la culture cyber de vos employés, de vos collègues ou même tout simplement de votre entourage familial, hein, plus vous allez éveiller les consciences sur les risques et les menaces, et bien, plus vous allez renforcer la résilience de votre organisation. Et effectivement, c'est une mission qu'accomplissent au quotidien nos agents hein, de la gendarmerie et de la police, au profit du grand public, au profit également des professionnels. Et dans le cyber, par exemple, la gendarmerie et la police font partie du réseau d'aidants de l'ANSSI dans le cadre du dispositif Mon Aide Cyber. Alors peut-être que c'est un dispositif que vous connaissez sous le nom de Diagonale, qui auparavant était déployé par la gendarmerie. Alors, c'est le même type hein, de dispositif, c'est accompagné d'un agent, en fait, vous allez pouvoir évaluer la maturité cyber de votre organisation. Ça, c'est déjà hyper important de pouvoir poser en fait les bases, hein, tout simplement, pour identifier vos forces, identifier vos faiblesses et bien entendu vos axes d'amélioration. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on propose. Ensuite, bien entendu, dans nos missions quotidiennes, les forces de sécurité intérieure mènent sur tout le territoire des actions de sensibilisation au profit de tous les acteurs, des sensibilisations aux risques et menaces cyber, parce que avant de se préparer à la crise, il faut aussi savoir à quoi on peut être confronté. Hein. Ça, c'est hyper important. Connaître son adversaire, connaître la menace. Les bons réflexes à adopter, l'hygiène informatique également, et bien entendu, à l'accompagnement à gestion de crise cyber. Si je prends l'exemple de la gendarmerie, aujourd'hui, on a un réseau qui est pas loin des 10 000 cybergendarmes qui sont répartis sur tout le territoire national et qui sont en mesure d'intervenir à votre profit hein, sur ces sujets-là. Nous, on vous accompagne bien sûr gratuitement dans votre préparation, puisque c'est notre cœur de métier, mais on reste des lanceurs d'alerte. Nous, on est là aussi pour vous faire poser les bonnes questions, pour que vous puissiez aussi
allumer quelques lumières, en fait, hein, tout simplement pour vous guider ensuite vers les bons interlocuteurs. Donc, si vous avez ce besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher localement, hein, de vos correspondants locaux, police, gendarmerie. En tout cas, c'est des missions qu'ils accomplissent au quotidien et bien volontiers. Merci, commandant. Xavier, on peut se préparer à la négociation, on peut se préparer à affronter ce genre de crise? Oui, non seulement on peut, mais on doit se préparer à la gestion de crise. Même pour les personnes qui ont l'habitude de gérer des crises, la gestion de crise cyber est à part des autres crises que l'on peut connaître généralement, notamment à part au niveau de la gestion des émotions. On n'a pas la personne, on n'a pas la possibilité de contacter, de voir la personne avec laquelle on est en train de négocier. Donc c'est psychologiquement assez compliqué. Oui, il faut se préparer. Il faut se préparer grâce à tous les dispositifs, gendarmerie notamment. Je ne connais que cela, n'est-ce pas, Mélanie? Le reste appartient au reste. Et donc voilà, donc oui, il faut absolument se préparer. Ben, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Donc oui, préparez-vous à la gestion de crise, préparez-vous à vous organiser d'une façon cohérente et adaptée à la crise. Entraînez-vous à adopter des méthodes de gestion de crise et aussi et surtout, apprenez à adapter votre comportement lors d'une crise en travaillant sur les types de crises que vous pouvez rencontrer et dans le type de crise cyber, dans les ransomware. Oui, il y a un comportement bien particulier à adapter qui découle des intérêts défendus par la stratégie de gestion de crise et en termes de négociation, donc de communication avec les hackers, la stratégie de négociation s'inclut et n'existe que parce que la stratégie de l'entreprise a été faite de façon cohérente et pertinente. En fait, on s'adapte à la stratégie des chefs d'entreprise. Est-ce que ça veut dire que l'organisation doit prévoir une organisation de crise, des rôles, des responsabilités au cas où une crise arrive? Oui, oui, oui. Il faut en amont, systématiquement, prévoir ce type de crise et savoir réunir très rapidement autour d'une table, physiquement. C'est pour ça que la gendarmerie se déplace dans les entreprises, au contact de l'entreprise. Et pour les crises de ransomware que j'ai vécues en tant que négociateur au GIGN, oui, on se déplaçait sur les crises pour lesquelles on était engagé. On avait un PC à Versailles, certes, mais le contact physique avec les victimes, en fait, est primordial, non seulement pour les techniciens, mais pour les négociateurs aussi, même si on intervient qu'en conseil et en appui des techniciens informatiques, bien évidemment. Oui, cette préparation dont on parlait au début de la question est primordiale pour savoir gérer les crises correctement. Préparez-vous. Merci beaucoup, Xavier. Jérôme, quels enseignements on tire de ce genre d'expérience? Alors, un enseignement général, c'est que la cybersécurité devient un investissement et ne devient plus un coût d'exploitation. Alors, c'est très important parce que ça se décline. Un investissement, il se décline en investissement matériel, il se décline en investissement technologique, il se décline en investissement organisationnel. Et c'est vraiment un investissement. Donc, il faut qu'on change notre façon de voir en tant que chef d'entreprise. La cybersécurité devient un outil d'investissement, devient un investissement qui pérennise les autres. Aujourd'hui, dans mon entreprise, si on arrête l'informatique, on ne fait plus rien. On ne pilote plus des machines, on ne fait plus de produits, on ne fait plus de nouveaux designs, on ne fait plus de nouveaux produits, on ne fait plus rien. Il n'y a plus de mails, il n'y a plus de fiches financiers, il n'y a plus rien. Donc, je sais que c'est dur parce qu'en termes en termes financiers, ce sont des sommes importantes qui sont en jeu, mais voilà, c'est le mal il faut qu'on le traite. Voilà. Tout à l'heure, on parlait tous les deux avant de venir
vous accompagner pendant 7 heures. Et en fait, vous avez comparé une crise telle que vous l'avez connue, un peu comme la mort. Vous vous souvenez quand je vous ai demandé, je vous ai dit oui, parce qu'on dit souvent, hein, le fait de se faire attaquer comme ça, enfin, ce n'est pas. Ouais, je disais que, en fait, quand on est dans la crise, si vous voulez, la différence entre un prestataire et vous-même, comment on peut la vivre? C'est que vous jouez votre vie. C'est la vie de votre entreprise, c'est la vie de vos collaborateurs, c'est la vie de tout ce que vous y avez mis pendant 10, 20, 30, 40 ans, pour certains. Le prestataire, il reste un prestataire. Et donc, je faisais une comparaison avec un service hospitalier. Ben, oui, un malade sur son lit, il joue sa vie. Une infirmière, tous les jours, malheureusement, elle accompagne des gens qui vont mourir. On n'est pas dans le même, paradigme. Et si vous voulez, nous, on joue notre vie et il faut qu'on se donne les moyens de jouer notre vie. C'est important ce que Jérôme dit. Si je fais la corrélation avec les enlèvements ou les prises d'otages, mais surtout les enlèvements en fait, notamment enlèvements à l'étranger qu'on a pu gérer et autres, bien souvent au moment où on commence à négocier et au moment où la tension va être au maximum avec les preneurs d'otages ou ceux qui retiennent les victimes, bah, les familles, bien souvent, sont tellement tendues parce qu'elles ont peur, en fait, pour la vie de leur famille, ce qui est tout à fait logique. À ce moment-là, et oui, le fait d'être extérieur, émotionnellement moins impacté, en fait, par cette crise-là, aide à garder la tête froide et à suivre les objectifs fixés par le chef d'entreprise. Voilà. Et ça, c'est important de se laisser accompagner soit par la gendarmerie, soit par vos serviteurs dans le cas de crise de ce type-là. Mais vraiment, il est ultra important de garder la tête froide le plus possible parce que le chef d'entreprise a des choix à faire qui peuvent être traumatisants pour l'entreprise, pour la bonne santé de l'entreprise. Et oui, il faut garder la tête froide le maximum euh, pour gérer la crise le mieux possible. C'est ça. Et justement, on aborde donc encore une fois des aspects humains. Tout à l'heure, commandant, vous évoquiez le caractère violent d'une crise. Il y a beaucoup d'émotions autour de ça. C'est un vrai traumatisme. Euh, Quelles sont les séquelles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des séquelles au niveau humain, justement, par rapport aux collaborateurs? Écoutez, nous, on a une activité qui est de la compétition. Dans la compétition, on gagne, on perd. Voilà, c'est la vie. L'objectif, il est devant nous, il n'est pas derrière. Voilà. On peut se la raconter 30 ans, refaire le match. C'est passé. Ce qui compte, c'est de se protéger pour l'avenir. C'est le nom qu'on donne à ses erreurs, hein, c'est l'expérience. Voilà, donc, on va capitaliser sur nos expériences, sur nos erreurs, et on va faire mieux la prochaine fois. Reste qu'en face, le niveau de sécurité, le niveau d'attaque ne fait qu'augmenter. Donc, nous, à un moment donné, on va être, comme on dit en langage aviation, short pétrole. C'est-à-dire que nos finances ne vont plus pouvoir nous permettre d'arriver à un niveau de sécurité acceptable. Comment on va s'organiser? Ça, je ne le sais pas. Donc oui, tout est dans la préparation, en fait. Et la question, c'est pas de savoir si vous allez être attaqué, en fait, hein. C'est quand est-ce que vous allez être attaqué, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est une réalité qui peut être violente. Et certaines personnes sont un peu dans le déni de se projeter dans les attaques type ransomware ou autres, les cyberattaques. C'est une erreur, en fait. Voilà. Si vous êtes dans le déni, ben, vous ne vous préparez pas. Et surtout, vous ne vous préparez pas votre cerveau à subir ces attaques qui sont très violentes émotionnellement, comme on le disait tout à l'heure, et qui touchent à tout, hein, à la famille, à l'image de l'entreprise aussi. Bref, voilà. Les impacts sont énormes. Et moi, si je peux me permettre, hein, c'est vrai que quand on intervient, et c'est beaucoup de retours que nous font les enquêteurs au plus proche des victimes, c'est que le plus souvent, ils sont face à des victimes complètement dévastées, des gens en pleurs qui savent pas quoi faire en fait, hein, tout simplement, hein,
qu'est-ce que je fais, qui je préviens, est-ce que je communique, est-ce que je communique pas, est-ce que je négocie, est-ce que je négocie pas. Il n'est pas rare de voir notamment hein, quand on a des grands groupes où on a des RSSI, des DSI, tout le poids de la gestion de crise cyber reposait que sur un seul homme, celui-là. Et on parle de burn-out, on parle même de suicide après une grosse gestion de crise cyber, parce qu'effectivement, la pression est telle, c'est tellement inattendu, et c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours, c'est extrêmement violent, que ça a des impacts réels, physiques, émotionnels, et ça dure dans le temps, surtout. Et d'où l'intérêt de bien se préparer physiologiquement et psychologiquement à prendre le coup, en fait, hein, tout simplement, comme disait Xavier, hein, la préparation, c'est essentiel. C'est là donc qu'on comprend tout l'intérêt, effectivement, comme vous le soulignez, commandant, d'une bonne préparation, de la sensibilisation du personnel notamment, hein, ça passe par là. Comme vous l'avez dit, Jérôme, finalement, il ne faut plus voir la sécurité comme un coût, un simple coût, mais c'est effectivement un investissement. Alors, tout à l'heure, on abordait la directive NIS 2, par exemple, hein, pour les opérateurs essentiels et importants. Effectivement, ce type de réglementation peut aider à structurer même des entreprises qui ne sont pas concernées par ces directives-là, puisqu'elles amènent une démarche de gouvernance qui est déjà efficace et qui va permettre déjà d'anticiper certaines choses, de gérer des vulnérabilités, par exemple, qui vont pouvoir éviter d'être victime de ce type de malveillance, comme le rançongiciel, hein, puisque, je le rappelle, hein, la principale mesure de protection contre un rançongiciel, c'est les mises à jour, hein, c'est de ne pas avoir de vulnérabilité, tout simplement. Et ça, quand dans une entreprise, on a une bonne démarche déjà de gouvernance, une bonne gestion, un bon management de ces systèmes d'information, ça permet aussi de pouvoir anticiper pas mal de choses. Ensuite, vous l'avez dit, Xavier, une bonne préparation aussi des exercices simulés, tout simplement, hein, jouer le match comme si on y était. On le voit beaucoup dans le secteur de la santé aujourd'hui, qui ont des contraintes qui sont plutôt évidentes. Les hôpitaux, les cliniques. Oui, Jérôme? Oui, c'est plus facile pour eux. Je veux dire, un pompier, il fait des exercices toute la journée. Un gendarme fait des exercices toute la journée. Un hôpital a au moins 2 ou 3 plans blancs déclenchés par an. Par contre, aller dans une entreprise et leur dire pendant 4 jours, les gars, vous n'allez rien faire et vous allez simuler une crise, et vous avez le chef d'entreprise qui compte ce qui ne rentre pas, ben là, allez-y, bon courage. Mais ça ne sera pas chez moi. Hein. Après, il y a des produits qui sont adaptés à chaque entreprise. Hein. Oui, tout à fait. Et évidemment, vous avez raison, on ne peut pas se permettre d'arrêter une production pendant des jours pour effectuer un test. Mais comme vous l'avez dit, c'est aussi un investissement. Et ça en fait partie. Et puis, comme vous l'avez précisé, Xavier, il y a plusieurs méthodes, hein. On peut faire des campagnes de phishing, par exemple. Ça commence aussi par là. Voilà. Si je peux rajouter, effectivement, faut pas penser aussi que technique. Alors, je sais que ça a un coût hein, d'investir dans les systèmes d'information, dans la protection de ces systèmes, etc. Mais pensez aussi beaucoup à l'humain. Faut pas le négliger. Là, je pense à toutes ces petites entreprises qui ont très peu d'employés, voire même un seul employé, le patron, hein, et qui peut aussi être victime de rançongiciel avec les mêmes effets dévastateurs que pour un grand groupe ou une moyenne entreprise. Il y a la protection des systèmes, mais il y a aussi beaucoup l'humain. C'est se sensibiliser aux risques et menaces, sensibiliser ses employés. N'oublions pas que 80% des attaques cyber ont une origine humaine. Donc, il y a l'humain qui est quand même, pour moi, alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'humain, c'est une porte d'entrée du cybercriminel. Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire que l'humain, ça doit être le premier rempart. Et en fait, plus vous allez acculturer vos personnels sur les bons gestes, l'hygiène informatique, etc., plus vous allez réduire ce risque. Alors, le risque zéro, il n'existe pas. Si le cybercriminel veut s'introduire dans votre système par une faille technique, il le fera sans l'aide de personne. Mais dans la grande majorité des cas, l'humain reste quand même un élément central. Et pour tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans la technique ou même dans des sociétés de conseil, parce que c'est aussi le cas de la plupart aussi,
n'oubliez pas que vous avez une ressource précieuse, c'est voilà, vos employés, vos collègues, et ça, il faut surtout pas la négliger. Xavier, un dernier mot? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mélanie. 80% des failles sont humaines, en fait. Et les gens ont bien souvent tendance à se rassurer du fait d'avoir un système sécurisé, le plus sécurisé possible et autres. Mais la formation de l'humain au sein de l'entreprise est primordiale, non seulement pour se transformer, comme disait Mélanie, les failles en rempart. J'aime bien ça, j'ai bien aimé cette image. Mais aussi le simple fait de se former à la cybercriminalité, ou à la cybersécurité, prépare l'esprit des gens à être confrontés à une crise cyber. Ne serait-ce que le fait d'en parler, en fait, prépare le cerveau à être confronté à ça. Et les émotions et les réactions, les comportements seront beaucoup plus adaptés en cas de crise dès l'instant où les personnes y sont préparées. Merci Xavier. Jérôme, vous voulez le mot de la fin? Pas particulièrement, je pense que tout ce qui a été dit est très sensé. Et c'est vrai que bon, dans mon entreprise, pour reprendre le cas d'espèce, on est très focalisé sur la compétition et que l'esprit d'équipe, on le vit au quotidien. Chaque fois qu'il y en a un qui est en galère sur une application, tout le monde s'y met. Et c'est cet esprit de solidarité, indépendamment des grades, des fonctions des uns et des autres, qui fait que l'entreprise qu'on dirige, que je dirige avec mes collaborateurs, a pu perdurer. Sinon, on serait aux oubliettes. Merci Jérôme pour ce retour d'expérience, pour votre transparence, votre honnêteté. Je pense que c'est enrichissant, c'est intéressant d'avoir ce genre de retour aussi. Ça donne une vision un peu différente voilà, de ce qu'on peut lire dans la presse, hein, des différents types d'attaques. Merci Xavier pour cet éclairage, pour l'apport de votre expérience. C'était très enrichissant. Merci, commandant, pour la vision du ministère de l'Intérieur, nous avoir expliqué un petit peu les différents dispositifs, comment vous pouvez aider les entreprises. À votre Euh, service. on va prendre quelques minutes, si vous le souhaitez, pour les questions. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette table ronde. Déjà, c'était super enrichissant. En fait, j'ai plusieurs questions. Je vais essayer de faire vite. Tout d'abord, j'aimerais vous poser quelques questions, Jérôme. En fait, est-ce que avant que votre entreprise subisse une cyberattaque, vous étiez conscient des coûts à investir dans la cybersécurité ou pas? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui vous aurait amené à investir là-dedans? Alors, malheureusement, oui, j'étais tout à fait conscient du niveau d'investissement qu'il fallait faire. D'accord. Il était programmé, Ah. il était budgétisé. Et dans une logique d'enchaînement des phases, je faisais l'immobilier, je prenais possession des lieux et ensuite je devais faire mon audit et j'ai pas eu le temps de le faire. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Merci. Alors, une autre question, celle-ci, elle se destine un peu à tous. Pour vous, comment est-ce qu'on pourrait établir un bon processus de gestion de crise? Alors, qu'on soit employé dans une boîte qui subit une crise cyber ou bien prestataire externe pour cette boîte-là. Est-ce que vous avez, par exemple, 5 critères qui pourraient être primordiaux pour un processus de gestion de crise cyber? La question est pour moi? Ah, et pour tout le Ah, monde, ok. enfin pour... Alors 5, je ne sais pas. Ok, oui, peut-être Si deux ou vous en trois. voulez 5, je vous en donne 5. La préparation. D'accord. Préparez-vous, comme on le disait tout à l'heure avec Jérôme, Mélanie. Préparez-vous. Ça, c'est indispensable. Ensuite, pendant la crise, il y a donc avant, c'est la préparation. Mhm. Pendant la crise, tout est dans l'organisation de la gestion de crise, l'organisation physique.
l'organisation en termes de décision, même si, in fine, la décision revient au chef, hein, au patron d'entreprise, pardon. Je suis encore dans mon langage Non, mais militaire, c'est- désolé. C'est tout à fait vrai. Et c'est ça, hein. Un chef, c'est fait pour chefer. Exactement. Et les négociateurs sont faits pour négocier. Et, donc oui, l'organisation, soyez méthodique, d'accord? Une méthode que vous aurez élaborée en fonction des consultants que vous aurez eus ou des expériences à travers les exercices que vous aurez eu à gérer auparavant. Et surtout, soyez vraiment conscient que votre comportement et le comportement de tous les collaborateurs est primordial dans la gestion de crise. Tout à l'heure, Jérôme disait, on a l'habitude de faire de la compétition, nous sommes des équipes soudées qui avons l'habitude d'être confrontés dès l'instant où un collaborateur a une problématique, tout le monde se met autour. Eh bien, c'est exactement ça, c'est une attitude, des comportements qui feront que oui, vous arriverez à traverser cette crise-là, certes, grâce à votre stratégie et à la stratégie de négociation et la stratégie surtout du chef d'entreprise, mais aussi grâce à votre comportement, vos comportements qui seront particulièrement adaptés. Organisation, méthode, comportement. Très bien, noté. J'en ai que 3. C'est Désolé. super. Moi, je peux en rajouter de mon côté. Je pense que dans le process, en amont, il y a un truc qui est essentiel avant de réfléchir à son organisation de gestion de crise, c'est bien se connaître. Je pense qu'il faut se poser quelques minutes et puis réfléchir à quelle est mon activité, quelle est ma dépendance au numérique, quelle relation j'ai aujourd'hui avec le numérique. Si demain mes outils numériques sont indisponibles, qu'est-ce que je peux continuer à faire, qu'est-ce que je ne pourrais plus faire, quelles sont mes activités critiques, etc., etc. Donc déjà, bien connaître son utilisation du numérique, c'est-à-dire quels outils j'utilise, est-ce que j'ai des données personnelles, où sont stockées mes données personnelles, etc. Cette cartographie un peu du numérique de l'organisation, ça pour moi c'est primordial parce que ça va vous faire gagner du temps quand la crise va se déclencher parce que vous saurez déjà où trouver toutes ces informations-là. En deuxième, moi je dirais, c'est pareil, et ça se fait en amont, on revient toujours à l'anticipation, à la préparation, c'est identifier vos alliés. Alors c'est pareil, c'est un petit langage militaire, mais avec qui je vais affronter la crise, qui va pouvoir m'aider, sur qui je vais pouvoir m'appuyer. Et ça, c'est pareil, c'est des automatismes que vous allez pouvoir après déclencher le moment venu. Et ensuite, je rejoindrai Xavier sur tester un peu mes personnels. C'est-à-dire que je peux avoir un collaborateur qui est excellent dans son domaine, mais qui est en situation de pression, de stress, perd complètement ses moyens. Donc, ça ne sert à rien de mettre en directeur de crise quelqu'un qui ne tient pas la pression, par exemple. Et ça, en fait, tout ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte pendant les exercices. Voilà. Et j'en donnerai un petit quatrième quand même, parce que je pense que c'est aussi important. La gestion de crise, il faut la faire rentrer dans toutes les organisations, hein, qu'elles soient petites ou grandes, que vous soyez 1 ou 40 salariés à gérer la crise. Si la crise survient, il va falloir la gérer. Va falloir la gérer quand même. Donc, c'est hyper important en fait de pouvoir réfléchir à si demain ça se passe, voilà, comment je fais pour affronter ça, quels sont mes leviers, mes forces, mes faiblesses. Et puis, psychologiquement, voilà, ce sera déjà une étape de franchie en fait, hein, au moment où la crise surviendra. Très bien, merci beaucoup. Alors, je peux poser encore 2 questions peut-être ou pas? Alors, J'aime bien les chiffres. alors, c'est pour vous, Xavier. En fait, je voulais savoir si vous avez, si jamais vous avez été confronté à une rançon qui a été payée, mais les données qui n'ont pas été restaurées par la suite, si c'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret, on peut en parler, oui. Disons qu'il y a une forme d'éthique chez les hackers, Oui. pas forcément morale, mais une éthique commerciale. Dans le sens où si les gens paient et qu'ils n'ont pas leurs données, le retour de leurs données contre le paiement, ça va se savoir. Et quelque part, ils n'auront plus jamais possibilité de récupérer de l'argent par les rançons logicielles, enfin les Oui. ransomware, quoi. Oui. Ok. Donc,
Après, il y a en termes de négociation, et c'est pour ça que c'est bien de de se faire assister par un négociateur ou gendarmerie ou ce que vous voulez. Il y en a plein en gendarmerie que j'ai formé quelques années, les négociateurs régionaux. Donc, vous avez accès, les services de l'État gratuitement, hein, vous donnent accès à ça, hein. Donc, c'est primordial de vous entourer de négociateurs. Dans ces cas-là, il y a des techniques de négociation, de communication Oui. qui font qu'on va garantir quelque part. On ne peut jamais garantir à 100% sûr. la récupération des données, hein. Oui. Mais dans notre méthode de négociation, oui, il y a beaucoup d'éléments qu'on met en place pour justement garantir ce retour des données contre le paiement d'une rançon, oui. Donc, deux éléments. Non seulement ils ont intérêt à rendre leurs données pour continuer leur business, Oui. et en plus de ça, il y a des techniques qui sont possibles à mettre en place pendant la négociation pour garantir ça. Ouais, De super. même qu'on a des techniques pour garantir la libération d'otages enlevés, donc non localisés. Mhm. C'est exactement le même principe, en fait. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Et d'autres questions? D'autres personnes? Allez, hop, 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 2 à 2 les marches, là. Bonjour, merci pour votre intervention. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je trouve qu'une fois de plus, nous n'évoquons pas les politiques de sauvegarde et les PRA, les plans de reprise d'activité. Je suis vraiment navré pour ce qui vous est arrivé. Alors, monsieur, on Mais- n'est pas au PRA, hein, on est au PCA. Merci. Vous pouvez traduire, s'il vous plaît, parce que Plan de reprise d'activité, ça veut dire qu'il y a une interruption. Plan de continuité d'activité, ça veut dire que dès lors que l'attaque est donnée, l'entreprise continue. Par exemple, un hôpital se fait attaquer, il doit de suite penser à son plan de continuité d'activité. ok, j'avais pas les termes, mais Donc, Je me permets de répondre. vous avez raison. Le thème, là, c'était la cybersécurité et si la politique est là, on appuie sur un bouton et on travaille. ça, oui, ça, c'est remettre la technique ou une certaine technique pour la reprise d'activité. Vous avez raison. Ça suppose aussi d'avoir défini une politique de sauvegarde. Je vous rassure, nous, on l'avait définie. Ça suppose aussi que le pirate n'ait pas attaqué les sauvegardes, ce qui nous est arrivé. Et donc, à partir de là, je veux dire, il aurait fallu prendre les sauvegardes, les externaliser ailleurs dans un autre site. Cet autre site aurait pu être attaqué. Au final, dans tous ces éléments techniques qu'on est en train de définir, il n'y a pas de bonne solution. Parce que vous prenez un disque dur, vous le stockez, vous le stockez dans votre bureau, vous le stockez à la maison. On va vous dire, oui, mais si vous vous faites cambrioler, les données, elles sont sur la place publique. Mauvais. Oui, dans le data center. Les data centers, ils ne se font pas attaquer. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis. Et on ne parle pas assez des sauvegardes qui sont là pour ça et qui sont un excellent moyen de la casse. Et quand on en arrive dans des états j'ouvre mon ordi, j'ai des points waiting partout, j'ai tout crypté, le mec passe tout blanc ici. J'ai pas de sauvegarde. Voilà, préparation, formation, ça, valable. Mais c'est vrai qu'on y évoque très peu. les backups, c'est les backups, les sauvegardes. Excusez-moi, parce que je suis bilingue, donc les backups, ça fait partie du travail de préparation, en fait, hein. La préparation à la crise ou à la. Ouais. Rien ne vous Mais oui, indique, je suis 100% d'accord avec vous. rien ne vous indique que vos backups seront consistants. Non, rien ne vous l'indique, monsieur. Rien ne vous l'indique. Et Alors, le je géo, vais me permettre de répondre, puisqu'en fait,
Et deuxièmement, on- rien ne vous indique que vous ne serez pas attaqué sur votre politique de backup. Donc, je vous entends. Tout ceci, c'est des moyens de préparation. OK. Reste que quand vous avez l'attaque et que tout est crypté, tout est crypté. Non, mais la question reste pertinente. Effectivement, on ne l'a pas abordé directement, mais en réalité, on l'a abordé implicitement, puisque Xavier, comme le commandant Szczesniewski, ont abordé la mise en place d'une organisation de la crise. C'est-à-dire que la crise, elle se réfléchit en amont. Elle ne se réfléchit pas une fois qu'on y est. Quand on y est, on est dans l'action, et là, on est dans la résolution et on n'est plus dans la préparation. Par contre, quand on est sur l'organisation de crise, en fait, avant de parler d'organisation de crise, avant de parler de plan de reprise d'activité ou de plan de continuité d'activité ou de plan de sauvegarde, déjà, il faut être conscient de ces risques. Donc d'abord, c'est analyser ces risques. Contre quoi je veux me prémunir? Quels sont les différents chemins d'attaque? En fonction de ces chemins d'attaque, on va identifier des faiblesses, des vulnérabilités, et c'est de là qu'on va pouvoir mettre en place un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité d'activité qui va passer par les plans de sauvegarde, mais pas uniquement. Un plan de continuité ou de reprise d'activité, il ne passe pas uniquement par de la sauvegarde, hein. Il peut passer par de la redondance de système également, il peut passer par une délégation de certaines actions. Donc, pas uniquement. Mais le plan de sauvegarde, effectivement, reste quelque chose d'important. Mais ce serait illusoire. Moi, je le rencontre dans beaucoup d'entreprises qui me disent, mais moi, tout va bien, j'ai des sauvegardes. OK. Moi, j'ai constaté beaucoup d'entreprises qui vont sauvegarder, par exemple, les données, mais qui ne vont pas sauvegarder la structure de la base de données. Donc, c'est bien. Ils ont sauvegardé leurs données, mais ils sont incapables de les exploiter si une crise arrive. Donc, tout ça, ça se réfléchit. Et un plan de sauvegarde, ça se crée, ça se réfléchit, ça s'analyse, et ça s'analyse au travers d'une identification des risques qui pèsent sur l'organisation. Mais effectivement, on ne l'a pas évoqué directement, mais ça reste quand même implicite. Alors, c'est justement ce que je vous disais, dans mieux vous connaître en fait. Dans moi et le numérique, où sont mes données, la cartographie de mes SI, comment je protège mes données, etc. Je pense que ce travail préparatoire, avant de penser l'organisation de la gestion de crise, il se situe à ce niveau et ça prend en compte effectivement toutes ces questions. Mais ça, ça doit être fait bien, bien en amont en fait, hein. On a le temps pour une dernière question, si vous le souhaitez. Peut-être faire du sport. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, la question qu'on peut se poser, c'est la fin humaine. Parce qu'on le sait tous, dès qu'on parle de cybersécurité, ben, il faut forcément, il y a des gens qui travaillent sur ces systèmes d'information. Et on se pose la question, comment on peut sensibiliser toutes ces personnes? Parce qu'on n'est pas tous nés avec un poste informatique dans les mains. Et que forcément, on peut parler du Shadow IT qui fait ravage. Comment cette feuille humaine peut être freinée? Parce que là, on obtient, madame, excusez-moi, je ne vais pas vous massacrer votre nom, mais nous disait l'humain, c'est le rempart. Alors qu'actuellement, on sait très bien que l'humain, enfin, on a beau faire un PRA au top, on a beau faire des sauvegardes au top, avoir un plan de gestion de crise au top, on sait tous que NIS 2 qui va apparaître au fur et à mesure va imposer ça. Mais il n'empêche que cette faille humaine, notamment, on peut le voir avec un prestataire qui n'était pas aussi soigneux que nous on l'est avec notre SI. Voilà, parce qu'encore une fois, là, ce n'est pas l'entreprise elle-même qui faut-il, mais bien le prestataire qui, comme il disait tout à l'heure, hein, il vient, c'est pas leur entreprise, c'est pas leur vie. Enfin, vous voyez, toutes ces failles, comment on peut les colmater, faire en sorte que justement que nos collaborateurs soient mieux informés, que les prestataires qu'on engage soient bien conscients que s'ils font une erreur, c'est l'entreprise derrière qui va en pâtir. Vous voyez, là, ça reste pour moi le gros dossier, en tout cas que j'ai pu
que j'ai pu entendre sur l'heure de présentation et du retour d'expérience de monsieur, en plus, bien sûr, des problèmes humains qu'il y a derrière. Voilà, je vous remercie. Donc la question, c'est comment on prépare l'humain? Bah, comment se préparer comme nous on le fait en fait, comme on prépare les gens et comme je faisais au GIGN et enfin, gendarmerie. Première étape, formation. On se forme sur ce qu'est la crise cyber, ce qu'est le rançon logiciel, etc. Deuxième phase, un entraînement à blanc. On simule une attaque, on peut même le faire sur table, hein. Troisième étape, pen test et gestion de crise avec tous les éléments appris précédemment et tous les retours d'expérience appris précédemment. Comment mieux s'entraîner qu'en vivant la crise in situ. J'ai pas de meilleure réponse que ça, quoi. Après, vous avez des solutions, je dirais, un peu plus autoritaires, des solutions techniques, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, installation inautorisée, non autorisée de, de programmes, interdiction d'aller sur les ports USB. Vous pouvez y aller à l'envie, hein. Reste que ça ne créera pas de culture. La culture de la sécurité. Hier, un collaborateur rentre dans mon bureau et me dit j'ai absolument besoin de ce logiciel pour prendre le contrôle à distance d'un client. Je dis oui, mais ce logiciel, je ne l'ai pas validé. Alors, c'est où tu réponds au client, ou tu perds l'entreprise. Qu'est-ce que tu choisis? Voilà le genre d'arguments qu'on peut avoir pour convaincre. On n'emploie que des outils qualifiés. On emploie des procédures. On est dans la vérification. Et ça prend vraiment, vraiment des années. Merci Jérôme. On a épuisé tout le temps, malheureusement. On aurait voulu pouvoir continuer à aborder ce sujet passionnant, mais il y a d'autres sujets passionnants qui arrivent. Merci encore, commandant Sezniewski, Je pour vous en vos prie. éclairages. On dirait Mélanie, quoi. Mélanie, c'est très bien aussi. Mais vous vous débrouillez bien, hein. Franchement, bravo. Merci Xavier Doucet, donc ex-négociateur du GIGN, fondateur donc de Section N. Merci pour vos éclairages sur ces aspects-là qui sont assez particuliers quand même. Plaisir pour moi. Merci Jérôme Bousquet, directeur de XAP Technologies. Merci pour le partage d'expérience suite à la crise cyber dont vous avez été victime. Merci à tous pour votre attention, pour les questions. Et donc maintenant, la prochaine table ronde qui va avoir lieu, donc fake news, deepfake et manipulation, donc où vous verrez comment, grâce à l'intelligence artificielle, on peut aujourd'hui lancer des malveillances. Voilà. Merci encore. Merci. Manipulation, je Au peux revoir. rester là, non?